Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de SIMP, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez SIMP, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous proposer un format un peu différent. Donc, nous serons 3 autour de la table pour une discussion ouverte sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez SIMP, la santé globale et l'approche holistique. On va explorer ensemble comment, en vous impliquant dans votre santé, vous pouvez construire une approche qui vous ressemble en alliant les forces de la médecine occidentale et des approches plus orientales. Aujourd'hui, on va découvrir 2 visions complémentaires de la santé, à savoir la médecine ayurvédique et la naturopathie. Et donc pour ça, j'ai le plaisir de vous recevoir Audric Gilmain, médecin généraliste formé en Ayurveda, en phytothérapie, en aromathérapie et formateur. Et Emma Jaffer, que nombreux d'entre vous connaissent déjà sur ce podcast, naturopathe spécialisée en micronutrition et santé digestive et formatrice également. Donc aujourd'hui, un épisode un peu particulier. C'est la première fois qu'on est à 3 à faire ça ensemble. Dans le but justement de discuter un petit peu avec qu'est-ce que sont ces approches plus orientales, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que c'est, quels sont les ponts aussi qu'on peut tisser avec la médecine plus occidentale, plus traditionnelle. Peut-être avant d'expliquer ce que c'est, peut-être expliquer un petit peu votre parcours. On va peut-être commencer avec toi, Audric. Emma, on te connaît déjà un petit peu sur ce podcast. Audric, expliquer un petit peu. Donc tu es médecin, tu as fait la médecine ici en Belgique. Ouais. Et puis après, tu as découvert la médecine ayurvédique. Si tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es arrivé là. Ok. Déjà, merci pour l'invitation. C'est aussi à vous, c'est peut-être votre premier podcast à 3. Moi, c'est mon premier podcast tout court. Donc déjà, merci pour ça. Alors moi, en effet, j'ai fait la médecine générale classique. Et il m'est arrivé certaines aventures, on va dire ça comme ça. Déjà, j'étais assez curieux des médecines d'ici ou d'ailleurs, même pendant mes études. Je me renseignais beaucoup, je regardais beaucoup de vidéos, je lisais beaucoup sur des médecines traditionnelles, comme tu disais, de partout dans le monde. Et puis, il se trouve que j'ai eu des soucis de santé. Et puis, vu que j'étais étudiant en médecine, c'était assez facile d'avoir recours à des spécialistes, aux hôpitaux, tout ça. Et il y a un moment, on n'a plus rien su faire pour moi, quoi. Et les choses ont rapidement dégénéré. Je me suis retrouvé, je me suis retrouvé avec 2 prothèses de hanche. Et j'avais 24 ans. Et petit à petit, les choses ont continué. Je me suis retrouvé à avoir de l'arthrose partout. Et en fait, c'était pas une fatalité dans le sens où c'était génétique, mais certains cousins qui ont le même phénotype que moi. Je sais pas, ça se voit, je suis un peu petit, on a un peu galéré à équilibrer les chaises là. À côté de moi, ça se voit pas trop. Voilà, heureusement que tu es là, merci. Mais voilà, donc j'avais des cousins qui avaient les mêmes gènes que moi, mais pour qui ça dégénérait pas du tout. Donc c'était un peu le départ de ma démarche, c'est de savoir, mais si je suis déterminé par mes gènes, pourquoi moi ça dégénère et pourquoi des cousins ça dégénère pas du tout. Et donc c'est là que j'ai cherché à d'autres médecines, d'autres lectures, d'autres logiciels de pensée pour essayer de comprendre un peu ce qui m'arrivait et ce qui arrivait aussi à d'autres. Donc on va dire le départ est d'abord personnel, et puis après très vite dans ma carrière en tant que jeune médecin, je me suis aperçu qu'on était, je vais pas dire totalement impuissant, mais pour beaucoup de patients totalement impuissants, notamment dans les maladies chroniques. Comme si le paradigme de médecine occidentale, je vais l'appeler comme ça, médecine occidentale, n'était pas à même de capter ce genre de maladie un peu spéciale, un peu multifactorielle. Et donc c'est là qu'avec l'étude de la phytothérapie, de l'aromathérapie, mais surtout de l'ayurveda, j'ai eu un logiciel un petit peu différent pour comprendre les choses de manière différente et essayer de trouver des solutions. Et c'est ça aujourd'hui que j'applique d'une part pour mes patients et j'essaye de former d'autres thérapeutes à ce genre de technique. Hyper intéressant. Dans l'Ayurveda, du coup, il y a, dans cette vision holistique, il y a certains piliers, un peu des piliers fondamentaux de l'Ayurveda. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que ces piliers? Ouais, c'est vrai que moi, vu que c'est évident pour moi, je lâche ça comme ça. On regarde avec des gros yeux, fait l'Ayur quoi? Donc l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Donc la médecine qui a été théorisée, on dit qu'elle remonte à plus de 5000 ans en Inde. Elle a été décrite en Inde, disons ça comme ça. Et Ayurveda, en sanskrit, ça veut dire science de la vie.
Donc, c'est pas spécifiquement une médecine, on va dire, humaine, c'est un espèce de cadre de pensée qui s'inscrit dans la globalité. Ça peut être pour décrire les phénomènes de l'univers, les phénomènes terrestres, les phénomènes qui se passent dans le corps humain, dans le mental ou même des phénomènes spirituels. Donc, c'est une médecine holistique qui englobe un peu tous les aspects de la vie humaine, donc physique, mentale, spirituelle. Et donc, bon, après, tu as des questions plus spécifiques, mais grosso modo, ça rend compte d'une notion d'équilibre, qu'on est en équilibre avec notre corps, avec la communauté, avec l'univers, et que dès qu'on on diverge de cet équilibre, la maladie naît, et donc on essaie de la décrire et de retrouver l'équilibre. Donc ça, c'est vraiment le principe fondamental de cette approche-là, qui, je crois, est aussi commune à la naturopathie. avec d'autres visions traditionnelles de la médecine, quoi. Ouais, Ouais, parce que toi, Emma, du coup, donc là, c'est la médecine traditionnelle indienne. Mais toi, dans ce que tu m'as raconté une fois, tu avais d'abord découvert la médecine traditionnelle chinoise. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que toi, tu es une naturopathe. Oui. Comment est-ce que toi, tu en es arrivé à être naturopathe? Eh bien, je m'attendais pas à cette question. Comment j'en suis arrivée là? Eh ben, je cherchais une approche qui ait du sens, une approche holistique, un peu comme tu as dit, en fait, qui englobe vraiment la santé dans son ensemble et plus faire de distinction, en fait, entre le corps et l'esprit. Parce que, voilà, au sein de ma famille, il y a eu plusieurs maladies assez graves. Et en fait, j'ai toujours voulu comprendre, mais en fait, comment ça se fait? Est-ce que l'environnement a aussi sa place dans la maladie? Voilà, quels sont les facteurs qui peuvent potentialiser tout ça? Et j'ai découvert la naturopathie parce que je n'avais pas tes épaules et je voulais pas me lancer en médecine. Mais oui, j'ai découvert la naturopathie et en fait, ça m'a beaucoup parlé. En fait, c'est vraiment cette vision holistique, comme tu dis, où on s'appuie sur plusieurs choses. En fait, il n'y a pas seulement l'organisme humain, il y a vraiment tout ce qui l'entoure et c'est absolument fascinant. Et bah, c'est pour ça aussi, quand on s'est rencontrés avec Audrey, on a vraiment accroché parce que on a vraiment cette vision tous les deux de vision holistique, de vision globale de l'organisme. Et en plus, t'es médecin et dans ma pratique, je travaille main dans la main avec les médecins. Et du coup, on a vraiment pu connecter comme ça et on accompagne les gens ensemble de manière vraiment holistique pour le coup. Donc voilà, je pense que c'est ça qui fait la force des médecines traditionnelles, des visions un peu plus ancestrales de la médecine. C'est vraiment cette vision holistique de l'organisme avec en plus toutes les connaissances que tu as acquises en médecine. Et en naturopathie, on utilise aussi cette vision-là, mais on se base plutôt sur les tempéraments hippocratiques, donc qu'Hippocrate utilisait déjà à l'époque. Et en fait, je trouve ça fou de se dire qu'à des milliers de kilomètres de différence, en fait, dans plusieurs médecines, il y avait ces dimensions de différents tempéraments. Et en fait, il se basait sur les prédominances physiques et psychiques de chaque individu pour en fait individualiser la prise en charge, quoi. Ouais, avec la mondialisation de manière générale, je pense que tout se mélange et donc y compris les deux techniques. Et c'est comme avec le microbiote, on voit aussi, tu regardes ce graphe exponentiel vers 2010, 2011, le séquençage du microbiote a été rendu plus facile et plus abordable. Enfin, abordable, on s'entend, mais que c'était possible de le faire à un prix pas complètement indécent. Et donc, tu vois les publications qui explosent depuis. Et beaucoup sont faites en Chine, par exemple. Il y a la Chine et l'Italie qui sont deux gros pays qui publient sur le microbiote. Après, il y a beaucoup d'autres pays, la France, les États-Unis, l'Allemagne, tout ça, mais la Chine et l'Italie. Ah ouais, trop. J'aurais pensé les États-Unis, moi. Ouais. Mais donc toi, c'est quelque chose que vous observez tous les deux, que le nombre de publications sur des traitements ou des choses qui sont utilisées dans les médecines plus orientales commence à être maintenant dans le groupement de publications scientifiques et commence à se plier un petit peu plus à ce qui est demandé en fait de la médecine ici en Occident, ce type d'études, méthode scientifique. Complètement. Qu'est-ce qui différencie maintenant l'Ayurveda et la naturopathie par exemple de la médecine plutôt occidentale? Ou est-ce que toi par exemple dans ta pratique tu te confrontes peut-être à certaines choses
où tu dois venir faire un choix entre le choix d'une méthode ou l'autre. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé de te dire j'ai une de mes façons de faire qui me dirait de faire comme ça, et puis j'ai mon autre dogme qui me dit de faire autrement. Est-ce que c'est une situation à laquelle tu as déjà été confronté? Mais c'est en général, c'est très peu conflictuel, en général. Ça va être plus être dicté par ce qu'attend le patient. Parce que je me déclare comme faisant de l'Ayurveda, mais c'est pas, je fais pas que ça, quoi. Je fais aussi des consultes de médecine générale, des gens qui ont des rhumes, des gastro, des machins comme ça. Et donc, en fonction du profil de la personne ou quelle est sa demande, il y en a qui viennent en disant je vous ai vu sur Dr Anytime, là j'ai le rhume. Et quelqu'un qui va venir en disant j'ai lu votre description, je m'intéresse à l'Ayurveda. Donc déjà, mon approche va être un petit peu différente et je vais aller un peu plus profondément ou pas. Ouais, je suis un peu à l'écoute. Je me décris souvent comme un caméléon, quoi. J'essaye un peu de correspondre à ce que veut le patient. Donc, je sais pas si c'est une très bonne idée, mais pour l'instant, je me suis surpris. Ouais, t'individualises et. Ouais. Et mais en général, ça sera pas en conflit, mais il y aura deux choses en particulier, quoi. Parfois, j'annonce, je dis voilà, d'un point de vue allopathique, je pense que ça pourrait vous aider, ça pourrait calmer vos symptômes, vous faire du bien à court terme. Maintenant, si cette pathologie revient souvent, et d'après ce que j'entends, ça revient souvent. Souvent, par exemple, il y a, vu qu'il y a beaucoup de petites infectiologies qui viennent, je mets souvent en exergue qu'il y a des gens qui tombent souvent malades, donc des troubles du système immunitaire. Là, je m'enfonce un peu dans l'approche ayurvédique, que j'annomme ou pas, quoi. Je peux donner des petits conseils, comment la digestion peut influer sur votre immunité, ou, sans parler spécialement de dosha, sans parler de tel ou tel déséquilibre. Juste simplement donner quelques petits conseils d'hygiène de vie. Et voilà, et parfois les patients les appliquent parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Quand on est thérapeute, on parle beaucoup, mais c'est clair. Peut écouter, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, ça rentre peu en contradiction au final. Et c'est ça qui est assez gai, quoi. C'est finalement de danser comme ça entre deux univers et sans que ça soit spécialement contradictoire, quoi. C'est juste une question de temps et une question de vision du patient, quoi, ou de vision que je prête au patient, quoi. Peut-être que... Oui, et puis au final, un petit peu dans la raison pour laquelle ils viennent te voir. Souvent parce qu'il y a déjà une maladie, une pathologie ou en tout cas un symptôme qui est là. Mais j'ai l'impression que dans vos deux approches, et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu différent de la médecine occidentale, même si c'est en train d'évoluer par là, c'est le côté prévention. Bon, parce que toi, au final, tu as des gens qui viennent te voir parce qu'ils sont malades, mais de base, si j'ai bien compris, la médecine ayurvédique et la naturopathie, c'est fort basé sur plutôt un aspect de prévention. Ouais, complètement. Comment est-ce que ça se manifeste peut-être en naturopathie, puisqu'on n'a pas du coup pas énormément parlé de la naturopathie. Ils connaissent déjà. Ouais, ils connaissent déjà, c'est vrai. Comment est-ce que vous faites du coup tous les deux, parce que j'imagine que tous les deux vous avez le cas, vous avez des personnes qui viennent parce que ça va pas, mais vos pratiques à la base c'est faire en sorte que la personne aille toujours bien. Ouais. Comment est-ce que vous faites pour du coup appliquer vos principes à une personne qui a déjà une pathologie ou plutôt dans ton cas des symptômes et des déséquilibres? Moi c'est vrai que dans le meilleur des mondes, j'adore quand quelqu'un vient en consultation en me disant tout va bien et je veux continuer. Très peu, vraiment très 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 peu, mais c'est génial parce que ça s'inscrit vraiment dans la naturopathie et dans cette démarche préventive. Mais sur la réalité terrain, oui, en fait, il y a très souvent des déséquilibres, il y a parfois même des pathologies. En tant que naturopathe, nous, on parle pas de pathologie, hein, c'est vraiment réservé au milieu médical. Mais en fait, c'est dans ce sens-là que je m'entoure de médecins comme Audric, qui en plus a cette vision préventive lui aussi, dans le sens où, en fait, la naturopathie, il y a une limite où, en fait, quand un déséquilibre profond est déjà installé, en fait, on doit avoir l'aide de l'allopathie. Il y a des traitements qui sont là et on doit les prendre parce que à ce moment-là, l'organisme ne peut plus faire autrement. Donc, en fait, moi, je vais vraiment m'inscrire dans, en fait, plutôt aider l'organisme à diminuer les potentiels effets négatifs des traitements médicamenteux qui sont pris et prendre contact avec le médecin, en fait, voir ce qu'on peut faire ensemble pour soit diminuer certains dosages et apporter des choses naturelles pour en fait compenser les effets,
et diminuer les effets délétères des médicaments, investiguer plus au niveau des bilans sanguins pour véritablement comprendre ce qui se passe au niveau métabolique et voilà, en fait, toujours adapter les choses qu'on va recommander à cette personne-là dans un esprit d'individualiser toujours. Parce que voilà, un conseil, un traitement ou un complément peut aller à une personne qui a exactement les mêmes symptômes que quelqu'un d'autre, mais ça peut être moins performant ou ça peut ne rien faire du tout, ou au contraire avoir des effets un peu plus délétères. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose vraiment sur la prévention, enfin, ou si ça fait quelque chose qui fait partie de l'Ayurveda. La prévention, c'est un peu le grand rêve brisé du naturopathe, quoi, parce qu'on se dit c'est génial, on va pouvoir garder les gens en bonne santé, et finalement on n'a que des malades, quoi. Ouais. Et les gens qui viennent malades, c'est qu'ils ont testé plein de trucs et on a rien sur on a un peu le dernier recours. Et voilà, et puis ils viennent avec des trucs un peu décompensés, et c'est pas toujours évident de faire machine arrière. Parfois c'est plus palliatif. On va essayer de calmer les trucs, calmer les crises, faire en sorte que ça soit le plus vivable possible. C'est un peu ça la grande frustration. Et c'est vrai que dans le logiciel ayurvédique, il y a différents stades comme ça de maladies. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la maladie naît par l'accumulation de toxines. C'est assez commun avec la naturopathie, je crois. Et il y a après certaines étapes, à partir d'une autre étape, là, même l'Ayurveda se dit, là, les carottes sont cuites, là, on ne sait pas faire grand-chose, quoi. Et là, l'allopathie est super intéressante, la médecine occidentale, bien sûr, avec des médicaments très efficaces, très puissants, à court terme. Là, on sait gérer des crises. Mais après, donc voilà, il y a des moments où on dépasse, on va dire, un petit peu les bornes, et ça devient compliqué de revenir à l'état de base, quand même il y a toujours des choses à faire. On peut toujours aider les gens, quoi. J'ai regardé un petit peu, j'ai demandé à ChatGPT de me donner certains principes de l'Ayurveda, et un qui m'a sorti, c'est ce qui est bénéfique pour une personne peut être nocif pour une autre. Est-ce que c'est ChatGPT qui l'a inventé, ou est-ce que c'est vraiment un des grands principes de l'Ayurveda? Ouais, c'est vrai que ça, c'est le logiciel ayurvédique. C'est que finalement, le traitement ne va pas se faire en fonction du symptôme, mais va se faire en fonction de l'analyse doshique, du trouble diagnostiqué, entre guillemets. Donc, pour avoir un exemple qui vient en tête, c'est la sinusite, par exemple. Une sinusite d'origine d'excès de toxine pitta, qui va pas être la même qu'une sinusite d'excès de toxine vata. Dans ce cas, le traitement sera pas le même. Et donc, en Occident, on va dire, il y a le nez qui coule, il y a des douleurs, on va mettre certains critères. Donc, c'est une sinusite, et puis un protocole. Donc, c'est une médecine par protocole, validé scientifiquement. On pourra revenir après dans comment cette méthode fonctionne. Alors qu'en Ayurveda, c'est plus une démarche où on va essayer de comprendre, on part de la plainte de la personne, on va essayer de comprendre comment elle est arrivée, comment on en est arrivé là, et essayer de faire marche arrière en donnant des traitements symptomatiques, certes pour soulager, mais aussi essayer de donner en hygiène de vie ou des conseils ou des techniques pour ramener l'équilibre et enlever cette sinusite, quoi. Ouais, donc il y a de nouveau un peu cette notion de prévention qui revient quand tu essaies de comprendre d'où ça vient. Ouais, c'est ça. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute. On va dire dans l'Ayurveda, on va essayer de décrire le monde, disons ça comme ça. Donc il y a on peut parler de certains aspects spirituels, certains aspects mentaux, et puis il va y avoir des aspects plus matériels. Et je vais peut-être parler de cela parce que c'est les plus connus, c'est les fameux doshas. Donc les doshas, ce sont en fait les grandes forces de l'univers qui organisent le monde matériel. Donc c'est les fameux vata, pitta, kapha. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Ouais, moi ça me parle vaguement. Grosso modo, en gros, vata, donc c'est juste des phénomènes de l'univers. C'est pas propre à l'existence humaine. Donc le vata, c'est un mélange d'air et d'espace. Donc ça va rendre compte de la notion d'espace, de la notion de mouvement surtout. Ça va rendre compte au niveau de la physiologie humaine du catabolisme, donc de la destruction des tissus. Vous voyez un petit peu comme le vent qui va éroder la terre, qui va assécher la terre. C'est un peu cette idée-là. Il va y avoir après le dosha pitta. Donc le pitta, lui, c'est le feu, la transformation. C'est un mélange d'eau et de feu. Et donc, au niveau de la physiologie humaine, ça va plutôt être le métabolisme, la transformation. Donc la transformation d'un composé chimique en un autre, la réaction chimique, quoi. Et donc, c'est surtout dans le corps humain, on retrouve le dosha pitta dans la digestion. Donc c'est la transformation d'aliments en nutriments ou en énergie.
Et enfin, le dernier dosha, kapha, donc ça, c'est l'eau et la terre. Et ça va rendre compte des phénomènes d'anabolisme, donc de construction de tissu, donc de quelque chose de très, dur, de solide, disons ça comme ça, palpable, ouais. sur lequel on peut s'appuyer. C'est par exemple, la grande phase kapha de la vie, c'est j'allais dire l'adolescence, c'est pas faux. La croissance, c'est quand on est enfant, c'est des grandes phases kapha. Et cette phase kapha est marquée par beaucoup de congestion. On dit souvent que les enfants sont des morveux, parce qu'ils ont toujours le nez qui coule. C'est un peu ça rend compte un peu de cette phase de la vie qui est naturelle, hein, qui est de grandir, qui est d'accroître ses tissus. Et donc, voilà, donc c'est l'anabolisme, c'est la construction des tissus, du vivant, les feuilles qui poussent, tout ça, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 grandes forces qui sont les plus connues. Donc, souvent, quand vous allez sur Internet, des questionnaires, quel est mon dosha principal? Et chaque personne, on va dire, quand il naît, a une espèce de prédominance, on va dire, au niveau des doshas. En médecine occidentale, on pourrait parler du génome, c'est les gènes qui nous forment. Est-ce qu'on a un gros nez, est-ce qu'on a des cheveux blancs, enfin des cheveux blonds, est-ce qu'on est grand, est-ce qu'on est petit? Donc c'est une espèce de prédominance d'un certain dosha qui va nous accompagner toute notre vie. Donc c'est ce qu'on appelle le prakriti. Et il va y avoir aussi une variation des doshas, mais en fonction des situations qu'on vit. Comme j'ai parlé de l'enfance, ou la vieillesse, ou l'âge mûr, on va dire ça comme ça. Ce sont des conditions de vie, c'est ce qu'on vit dans des conditions de stress, d'épuisement parce qu'on a un enfant, est-ce qu'on est adolescent, est-ce qu'on est un petit vieux isolé, juste avec son chien. Enfin, chaque phase de la vie va pouvoir exprimer un dosha ou un autre. Et donc, le but, on va dire, du praticien ayurvédique, ouais, c'est de détecter un petit peu dans quel déséquilibre on se trouve et essayer de le rééquilibrer avec des moyens naturels, les moyens qu'il y avait à l'époque, quoi. À l'époque, il y a 3000, 4000, 5000 ans en Inde, donc avec des régimes diététiques particuliers, avec des techniques particulières comme des massages, des lavements des sinus, des trucs comme ça, avec des cures, donc voilà, tout plein de techniques. On entend souvent parler des panchakarmas, c'est les 5 techniques pour purifier l'organisme et essayer de retrouver cet équilibre. Et au final, le but ultime, c'est une vie plus connectée à l'univers et être vraiment plus aligné. Aligné, ouais, c'est le mot que je cherchais, vraiment plus aligné avec l'univers pour révéler son plein potentiel au monde, quoi. Le mental, lorsqu'il est pur et équilibré, est le plus grand guérisseur. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Ayurveda énorme, là que tu parlais de l'équilibre. Ouais. Est-ce que tu as envie de rebondir sur cette phrase? Comment dire, la pathologie du mental, on va dire, c'est un peu l'histoire de notre civilisation finalement. Qu'on est tous un peu sous pression. Moi, j'observe beaucoup, d'un point de vue strictement médical, énormément d'épuisement, énormément de burn-out. Il y a plein de raisons qu'on va peut-être pas décrire ici, mais on a fait un épisode là-dessus qui est sorti. Je vais l'écouter. Ouais. Et donc voilà, c'est un peu, on va dire, la maladie de civilisation. En Ayurveda, on dit que ça déséquilibre vata, ça déséquilibre le vent dans la tête, entre guillemets. Et c'est une grande force de déséquilibre. Et c'est vrai que je vois ça un peu très souvent, quoi. Je parlais le génome de la constitution, de base. Et il y a la constitution, on va dire, en fonction de notre condition, de son environnement. Donc, j'observe énormément de déséquilibres au vata, donc justement énormément de déséquilibres dus au stress. Et donc, ça agit pleinement d'abord sur l'esprit, puis sur le corps. Donc, ça joue beaucoup. Et c'est très présent, malheureusement. Et le fonctionnement de l'intestin va donner aussi une idée de comment pourrait être perturbé le mental, entre guillemets. Je trouve une des pierres d'achoppement dans cette discussion, c'est un peu le syndrome du côlon irritable, ou syndrome de l'intestin irritable. C'est une pathologie qui est fort liée au stress. Tous les examens qui utilisent des résultats objectifs faillissent à trouver quelque chose ou un dénominateur commun pour expliquer ça de manière physique. Et donc maintenant, on se réfère plus au microbiote ou alors à l'axe intestin-cerveau. Et donc, c'est vraiment cette alternance, parce que c'est une des descriptions cliniques du syndrome de l'intestin irritable, c'est l'alternance entre diarrhée et constipation. Ouais. Et ça, c'est typiquement le vata, quoi. C'est vraiment l'anarchie, quoi. Le mouvement anarchique, quoi. Parfois ça bouge pas.
Parfois ça bouge pas. Et donc c'est une description ayurvédique de l'intestin qui rend compte d'un trouble mental accentué par un excès de vata, quoi. On a un livre là derrière. On a tourné un podcast avec un ostéopathe qui justement a développé la méthode Saint-Tony, où il parle de justement, là c'est de reconnecter le cerveau et l'intestin. Et donc c'est un livre, une méthode qu'il a fait sur plutôt la partie prise en charge plutôt psychologique de l'intestin irritable. Ça me fait penser à ça. L'épisode sera probablement déjà sorti au moment où celui-ci sort, donc vous pouvez aller l'écouter. Il affiche ici au-dessus. Je donne les travaux à Arthur. Après, là, on parle beaucoup de techniques médicales, mais il y a aussi énormément de techniques spirituelles, comme la méditation, faire des mantras, des choses comme ça. Bon, c'est vrai que c'est pas mon corps de métier, disons ça comme ça, mais ça fait partie aussi de la... Ouais. Et comment est-ce que toi, tu vois un peu le futur de la santé et voilà, avec la mondialisation des deux approches cohabitées, est-ce que vous voyez ces deux approches cohabiter et sous quelle forme? Mais moi, j'ai l'impression, tel que je vois les choses évoluer, qu'il y aura de moins en moins, on va dire, d'argent pour la santé. Donc finalement, l'enveloppe budgétaire va se racrapoter petit à petit. Donc ça, c'est un premier point. Donc est-ce que ça servira de force aux gens d'apprendre, enfin de s'intéresser à la prévention? Peut-être pas, on verra. Mais je crois que ce truc-là existe. Moi, je vois en fonction des différents thérapeutes que je croise, même s'ils ne sont pas du tout axés naturopathie ou quoi au caisse, qui sont un peu plus ouverts, qu'il y a une ouverture qui se fait. Je crois que depuis le Covid, il s'est passé plein de choses, on a remis en question plein de choses, on a vu certains abus. Et donc, j'ai l'impression que le monde médical commence à s'ouvrir, à remettre un peu en question les bases du système, disons ça comme ça. Enfin, pas les remettre en question, mais s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres bases. Et donc j'ai l'impression qu'on va travailler de plus en plus entre différentes spécialités. Et ça, c'est mon grand rêve, quoi. D'un jour, vous vous retrouvez à l'hôpital et que l'interne, au lieu de prescrire un avis dermato, un avis cardio, prescrive un avis ayurvédique. Et qu'il y a un type qui vienne, qui prenne le pouls du patient en disant il va te prescrire ça. Tu prends quoi comme médicament? Ah, peut-être pas celui-là. Bon, allez, je vais discuter avec l'interne. Ou pas à la place, mais en plus, quoi. En plus, en complément. Je veux rebondir sur ce que tu disais parce que on en a déjà parlé ensemble. Hein, la première fois qu'on s'est rencontrés pour papoter, on a parlé justement de cette vision thérapeutique en fait qui prenait de plus en plus d'ampleur. Et en fait, je te rejoins complètement quand tu dis que même les non-thérapeutes en fait s'intéressent de plus en plus à ça. Typiquement, moi je fais beaucoup de séminaires, de conférences, etc. avec des médecins et généralement il y a que des médecins. Et en fait, il y en a des âgés qui sont là et de plus en plus d'âgés qui sont là. Et tu dis ah ouais, mais en fait il y a vraiment une ouverture d'esprit qui se fait. Et c'est trop bien parce que pour moi, c'est l'avenir de la médecine, vraiment collaborer main dans la main, thérapeute et médecin. Voilà, apporter chacun ses spécialités, c'est vraiment l'avenir. Et je pense aussi que le système de santé est en train de se casser la gueule. Et tu vois, par exemple, aux États-Unis, les gens sont... en fait, ils n'ont pas le choix parce que se soigner, c'est beaucoup trop cher. Et ils sont vachement plus dans la prévention que nous. Et donc, j'ai l'impression aussi qu'on tend de plus en plus vers ça. Ouais, c'est sûr qu'ici, en Belgique, en Europe ou en Belgique ou en France, on remarque qu'on n'a pas l'habitude de devoir payer pour notre santé. Oui. Et du coup, dès qu'on veut faire de la prévention, il faut payer soi-même. Mais je pense que c'est quelque chose qui vient de plus en plus accepter. Il faut que je mette un petit budget dans ma santé aussi parce que ça peut m'éviter de tomber malade et ça peut m'éviter de plus tard me faire un peu rattraper par des déséquilibres qui sont créés petit à petit, quoi. Mais c'est un peu la base de l'Ayurveda, c'est de prévenir les déséquilibres au moment où ils arrivent ou même avant qu'ils arrivent, quoi. C'est vrai qu'en général, les personnes que je crois, c'est déjà des personnes malades et donc qui ont cet intérêt parce qu'elles ont vécu la maladie, quoi. Mais quand on est jeune, insouciant, qu'on se sent en pleine santé, ça intéresse pas grand chose, qu'on a la tête ailleurs, rencontrer des filles, des mecs, faire la teuf, carrière, machin. Et ça vient après, quand on commence à accumuler des trucs, on se dit il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui s'est grippé. Mais c'est vrai que d'un point de vue culturel, moi je remarque que je vends plus mes formations, c'est assez marrant, au Canada, en francophonie, qu'ici en Belgique ou en France. Et, ça m'étonne pas, moi. Je m'étais fait réflexion, au bout d'un moment, je regardais les statistiques, je me fais, tiens, il y a quand même
un gros ratio canadien, quoi. Ouais. Et comme s'ils avaient cette vision de dire, ah ben oui, je vais investir dans ma santé, quoi. Ouais. Alors qu'ici, c'est un dû, quoi. On paye nos impôts, on doit être en bonne santé, quoi. À fond. On va pas payer chez le médecin, quoi. Et puis quoi encore, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai. Donc c'est vraiment de... Et donc voilà, c'est vrai qu'on a un système qui est très précieux, et malheureusement, il se casse la figure, dans ça comme ça. Mm. Je sais pas trop comment ça a évolué, un peu pour le meilleur et pour le pire, mais... Et du coup, pour quelqu'un qui veut s'intéresser à la naturopathie ou à l'Ayurveda, par quoi commencer? Par quoi? C'est une très bonne question. Bah, déjà, va consulter quelqu'un de compétent qui est correctement formé. Je pense que c'est la première chose parce que tu auras une consultation vraiment individualisée. Où vraiment, tous les conseils qui vont être donnés seront appliqués pour toi. Et si tu veux pas aller en consultation, te poser peut-être les bonnes questions en te demandant si tu es aligné avec ton quotidien, si ce que tu fais au quotidien est aligné avec tes valeurs, avec ta perception des choses, et essayer déjà de réajuster à ce niveau-là, puisque je rebondis, tantôt tu disais que au niveau du mental, on est hyper surchargé, on est souvent déséquilibré à ce niveau-là, et c'est hyper vrai. Moi aussi, je le vois beaucoup en consultation, et je pense fondamentalement que l'environnement joue énormément. Donc repenser son quotidien, repenser ses petites actions, se recentrer sur soi-même, se poser des questions et se faire du bien. Ce serait ça. Ouais, je crois que c'est un aspect fondamental, quoi, se faire confiance. Ouais. Et s'écouter quand on se dit non, là je fais n'importe quoi, là je me lance dans un truc, je me sens pas bien, je suis épuisé, ou donc vraiment se retourner entre guillemets sur soi, on va être dans l'idée de se faire confiance, et dans l'idée de se dire, si je suis bien avec moi-même, je serai bien avec les autres, avec mes enfants, avec ma famille, avec mon boulot. Et donc vraiment être bien avec soi, c'est le premier pas vers l'équilibre des autres aussi. Donc se faire confiance à son intuition, et comme tu disais, essayer d'aller voir quelqu'un de compétent. Après, c'est pas toujours évident, parfois on tombe un peu sur surtout que le titre de les titres de certains thérapeutes sont pas protégés, donc parfois n'importe qui. Naturo, c'est pas protégé. Dont la naturopathie. Ouais. Donc il y a des écoles qui sont agréées, d'autres qui ne le sont pas. J'avais vu en conférence un jour un médecin qui avait dit ça il y avait des années, ça m'était resté en tête, parce que c'était à l'époque, on disait oui, les médecines parallèles. Et il avait donné 3 critères que je trouvais assez marrants, assez intéressants. Et je pense, si vous allez vers un thérapeute, c'est intéressant de les avoir en tête. C'est de se dire, tiens, est-ce que cette personne me coûte très cher? Si ça me coûte 500 balles la consulte, il faut peut-être se poser des questions. Est-ce que ça me fait du bien? La première question. Et est-ce que cette personne me demande d'arrêter mes traitements médicaux? Est-ce que cette personne se met en contradiction, ou me met en contradiction avec le système médical, quoi. Ouais. Et donc, si c'est OK pour ces 3-là, on peut se dire, je continue, c'est que je suis sur une bonne voie, quoi. Et un truc commun aux deux réponses que vous avez données, c'est ils font, tu vois, de manière comparée à plutôt une consultation en médecine traditionnelle, enfin en médecine occidentale. C'est plutôt toi qui vas faire quelque chose pour eux. Et là, j'ai l'impression que c'est toujours... au final, c'est ce qui va être commun dans le fait que la personne va s'intéresser à rétablir son équilibre, c'est qu'elle-même va s'intéresser à ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus on en parle, que c'est un gros truc de... en fait, il faut s'intéresser soi-même à sa santé. C'est ta santé. Il ne regarde que toi, et c'est à toi d'être parfois un peu critique sur ce qu'on te propose, ou en tout cas de creuser, de t'intéresser. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en commun à ce que vous avez dit. C'est vrai que ça cultive un peu l'empowerment, quoi. Ça permet aux personnes de retrouver du pouvoir sur leur santé, à fond. de plus être sous la dépendance de telle médication pour se sentir mieux, mais ou de telle figure d'autorité. D'une figure d'autorité, ouais, même si c'est nécessaire dans certains cas, on n'est pas du tout en train de dire le contraire, mais c'est vrai que dans la notion plutôt équilibre, prévention, t'es obligé de passer par t'intéresser de toi-même. On va pas le faire à ta place, quoi. Et puis vraiment, moi j'ai remarqué en consultation, je prends énormément de temps à expliquer vraiment les causes des déséquilibres qui sont ressentis aujourd'hui, et d'expliquer le pourquoi du comment. Tu vois, par exemple, je vais jamais dire je dis n'importe quoi, mais mange du poisson parce que c'est bon pour ta santé. Non, je vais vraiment expliquer l'importance des oméga 3, des EPA, des DHA,
comment ça influe sur les différents systèmes. Et en fait, je me rends compte qu'au plus la personne, elle comprend, et en fait, au plus elle a envie d'être maître de son corps. Et en fait, ça, je l'ai compris parce que moi, je suis comme ça, tu vois, depuis toute petite, tu me dis de faire un truc. Je suis là, mais non, pourquoi je dois le faire? Tu vois, explique-moi. Ah, ok, je comprends pourquoi je dois le faire. Là, j'ai envie de le faire et j'ai envie de me faire du bien. Et je pense que c'est un vrai truc en tant que thérapeute, vraiment prendre le temps de responsabiliser les gens en leur disant, mais en fait, tu le fais pas pour moi, hein. Tu viens pour toi. Et c'est pour ta santé que tu le fais et tu comprends pourquoi tu le fais. Et donc, en fait, ça te motive. Je pense qu'on a bien balayé le sujet. Quelque chose que vous voudriez ajouter, un mot de la fin ou un sujet qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas touché qui... Moi, je dirais, j'ai envie de dire, faites-vous confiance, d'une certaine manière. Et j'allais dire, faites confiance aux autres, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, je crois que le premier mouvement, c'est de se faire confiance et de faire ses propres recherches. Et voilà, il y a beaucoup de patients qui viennent en faisant aussi leurs propres recherches. Et c'est intéressant de cultiver cette... comment dire? C'est pas cette contradiction, mais cet intérêt qu'on a pour soi et pour la santé. Et d'en discuter avec des personnes qui en savent un peu plus ou qui ont un autre regard. Parfois, même aussi en tant que soignant, on est malade et on se fait une idée, on va voir un autre soignant, puis on voit les choses d'une autre manière. Donc l'interaction est vraiment fondamentale avec avec un thérapeute, un thérapeute formé. Et un médecin. Et un médecin. Ça va dans les deux sens. Ouais. Et, mais voilà, tout en se faisant confiance et pour avoir une vie qui nous correspond plus, quoi. Et du coup, faites-vous confiance. Abonnez-vous à la chaîne aussi pour continuer justement à recevoir plein d'informations comme ça super intéressantes. Donc merci beaucoup Dr Audric Gilmin avec plaisir. Et Emma Jaffer pour ce super échange. Je trouve ça très intéressant de voir un petit peu les différences, les points sur lesquels les approches se rejoignent. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker l'épisode, partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier du contenu de l'épisode. Ça nous aide beaucoup dans cette aventure du podcast. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien